Le fils de ma sœur a craché dans mon assiette pendant le dîner et a dit, « Papa dit que tu le mérites. » Tout le monde a ri. Je me suis levé en silence et je suis parti. Ce soir-là, maman m'a envoyé un message, « Ne nous contacte plus. » Mon frère a réagi avec un pouce levé. J'ai répondu, « Compris. » Le prélèvement automatique pour le prêt immobilier se termine demain. À 23h42, la conversation a explosé. J'ai failli retourner cette fichue table. Je n'avais jamais été aussi tenté de faire une scène de toute ma vie. Ce n'était pas seulement le crachat, cependant. Voir Hugo se pencher, me fixer dans les yeux, et cracher délibérément un glavio dans ma purée de pommes de terre était déjà assez dégoûtant. C'est ce qu'il a dit ensuite qui m'a retourné l'estomac, « Papa dit que tu le mérites. » Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol. Pendant une seconde, je n'avais même plus l'impression d'être dans mon propre corps. 10 ans ou pas, ce gamin savait ce qu'il faisait. Il savait exactement ce que ces mots signifiaient. Et la façon dont il l'a dit fier, fort, comme si c'était une sorte de blague de famille dont je ne faisais pas partie m'a donné envie de dire quelque chose qui aurait réduit en cendres tous les ponts dans cette pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis rassise complètement. Mes mains tremblaient. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais furieuse. Sophie a levé les yeux juste assez longtemps pour me lancer un sourire narquois avant de retourner à son téléphone. Marc mâchait encore, visiblement imperturbable. Ma mère, de l'autre côté de la table, n'a même pas scié. Elle a coupé son pain de viande comme si de rien n'était. Comme si un crachat dans une assiette n'était qu'un mardi comme les autres. Puis Sophie a ri bruyamment. Hugo a suivi, riant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Marc s'est essuyé la bouche et a marmonné quelque chose à propos du « Hugo classique ». Les lèvres de ma mère se sont légèrement retroussées en un sourire. Personne n'a dit que c'était mal. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais pas en colère contre Hugo. Pas vraiment. J'étais en colère contre eux pour l'avoir créé, pour l'avoir façonné en un miroir d'eux-mêmes, et pour s'attendre à ce que je continue de venir comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Comme si j'étais l'idiote de rester silencieuse pendant qu'ils me traitaient comme un distributeur automatique de billets ambulants doublé d'une cible émotionnelle. Je me suis levé à nouveau, cette fois calmement. J'ai pris mon sac à main, laissé mes chaussures près de la porte, suis sorti sans un mot, suis monté dans ma voiture, et suis retourné à mon appartement pieds nus. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste allumé la bouilloire et je suis resté assise là, en silence, à digérer. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur mon tableau de bord bancaire. Mon nom était lié au compte de prêt immobilier de maman. Je couvrais les manques depuis 1 an et demi discrètement, automatiquement, chaque mois. Sophie supposait toujours que tout allait bien pour moi et me faisait culpabiliser pour que je paie des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre en ce moment. Marc avait emprunté de l'argent que je savais que je ne reverrais jamais. Et d'une manière ou d'une autre, même s'ils avaient eu plus de soutien, plus de louanges et plus d'amour en grandissant, c'est moi qui devais me sacrifier. À 21h12, mon téléphone a vibré. Maman, ne nous contacte plus. Pas d'explication, pas de contexte, juste ça. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Puis j'ai tapé en réponse, compris. Le prélèvement automatique pour le prêt immobilier se termine demain. J'ai regardé la conversation devenir silencieuse. Puis, à 23h42, elle a explosé. D'abord, c'était Sophie, de quoi tu parles? Puis Marc, tu plaisantes, n'est-ce pas? Puis maman, ne sois pas mesquine, Claire. Puis un autre message d'elle, tu es dramatique. Puis Sophie à nouveau, tu vas sérieusement planter ta propre mère? Puis Hugo a envoyé un emoji qui rit. Puis un qui pleure. Puis un pouce vers le bas. Et puis Marc à nouveau, pouce levé. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. À 7h03 le lendemain matin, on a frappé à ma porte. C'était Chloé, ma cousine. Elle tenait un café dans une main et un sac de Bagel dans l'autre. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle est entrée, a posé les Bagel sur mon comptoir et a souri. Il était temps, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste versé 2 tasses de café et je me suis assise en face d'elle. Elle avait raison. J'aurais dû faire ça il y a des années. Chloé n'a pas demandé ce qui s'était passé en entrant. Elle m'a juste tendu un café et a dit, il était temps.
Nous nous sommes assises à ma table de cuisine pendant que les bagels refroidissaient entre nous. Pendant un moment, aucune de nous n'a dit grand-chose. Puis elle a ouvert son ordinateur portable, m'a regardé et a dit « Bon, il est temps de faire le ménage ». Elle le pensait au sens propre et financier. Pendant que je jetais les souvenirs de ma famille, la veste que Sophie avait laissée ici il y a 6 mois, la manette de Nintendo cassée de Hugo que j'étais apparemment censé réparer, Chloé a affiché mes comptes bancaires, mes dossiers de prêt et la liste des prélèvements automatiques que je n'avais pas touchés depuis des années. « Tu as payé leurs factures comme une comptable à plein temps », a-t-elle dit. Pas étonnant qu'ils te traitent comme une employée. Il y en avait plus que je ne m'en souvenais. Mon nom était encore associé au forfait câble de maman, au dentiste de Sophie d'il y a 2 ans, et même au compte Disney+ de la famille. Je payais toujours pour le compte Netflix que seul Hugo utilisait. Chaque lien a été coupé. Le prêt auto de Sophie était plus compliqué. Je m'étais porté garante il y a des années quand elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'aide, juste pour 6 mois, pour être approuvée. Elle n'a jamais renégocié le prêt, ne l'a jamais mentionné à nouveau. J'ai appelé le prêteur et j'ai déposé une demande de désolidarisation. Cela prendrait quelques semaines, mais ce serait fait. Chloé m'a regardé. Tu réalises à quel point c'est énorme, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais je ne le sentais pas encore vraiment. Je me sentais juste plus légère. Pas heureuse, juste plus écrasée. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer combien plus d'espace j'avais dans ma vie. Du vrai espace. Je ne vérifiais pas constamment mon compte. Je ne recevais pas de textos passifs-agressifs sur l'argent ou les courses ou « Peux-tu emmener Hugo à son rendez-vous la semaine prochaine ?» J'avais le silence, un silence froid, immobile, inconnu et j'aimais ça. J'ai acheté un nouveau matelas, je me suis fait couper les cheveux et je me suis inscrite à un cours de poterie le jeudi soir avec Chloé. C'était étrange de faire quelque chose juste parce que j'en avais envie, mais j'apprenais. La conversation de groupe est restée morte. Pas un seul message. J'ai attendu, mais rien n'est venu jusqu'à 2 semaines et demie plus tard, quand Sophie a envoyé un seul texto, « Tu es un être humain terrible ». Hugo a pleuré quand il a appris qu'il ne pouvait pas aller à sa sortie scolaire. J'espère que ça te fait plaisir. Pas de salutation, pas d'explication, pas de prise de responsabilité. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec un mémo vocal de 48 secondes. Principalement des cris, quelque chose sur la loyauté, la famille. Sa voix s'est brisée quand elle a parlé de Hugo. Puis ça a coupé au milieu d'une phrase. Je ne l'ai pas écoutée 2 fois. Chloé m'a dit de la bloquer. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient, à quoi ressemblait le désespoir quand l'arrogance s'épuisait. Quelques jours plus tard, Chloé m'a envoyé une capture d'écran d'une publication que Sophie avait faite. C'était une cagnotte Litchi intitulée « Aider Hugo à traverser une année difficile ». La photo montrait Hugo souriant avec un sac à dos. La description était vague, quelque chose sur des déjeuners impayés, des factures médicales soudaines, et comment, certains membres de la famille, avaient choisi de s'éloigner. Il y avait un don, 10 € de notre mère. Ça m'a fait mal. Chloé me l'a envoyé sans légende. Je l'ai juste regardé fixement. Je n'ai pas fait de don. Je n'ai pas demandé à quoi correspondaient les factures médicales. Je n'ai pas partagé la cagnotte, mais cela a provoqué un changement en moi. Je ne me sentais pas coupable. J'étais alerte. Il se passait autre chose. Sophie ne m'avait jamais rien dit sur le fait que Hugo était malade ou avait besoin d'un traitement. Et maintenant, elle suppliait des étrangers de l'aider pour une sortie scolaire? Il y avait autre chose. Chloé a remarqué que je fixais l'écran et a dit « Tu ne leur dois rien, tu sais ». J'ai hoché la tête, mais je n'arrêtais pas de penser au mot « médical ». Parce que si quelque chose était vraiment arrivé à Hugo, il ne l'admettrait jamais. Pas avant d'être à court d'options. Une autre semaine de silence est passée, et pour une fois, je ne l'ai pas passée à attendre leur prochain coup. J'étais occupé. J'avais mon cours de poterie du jeudi avec Chloé. J'ai rejoint un club de lecture le week-end à la bibliothèque municipale, et j'ai finalement commencé à dormir toute la nuit. Un sommeil profond et ininterrompu. Fini de me réveiller à 2 heures du matin pour vérifier si Sophie m'avait envoyé un message demandant une autre, petite faveur. Je commençais à croire qu'il pourrait vraiment être parti pour de bon cette fois. Mais ça ne dure jamais, n'est-ce pas? C'était jeudi. Je venais de quitter mon cours et je marchais vers ma voiture avec un latte à la vanille quand mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau.
Numéro inconnu, pas de message vocal. Je n'ai pas répondu. Moins d'une minute plus tard, un message est apparu. C'était Sophie. Je sais que tu me détestes. Tu as parfaitement le droit. Mais Hugo est malade. C'est grave. Il a besoin d'une opération. Nous avons perdu notre assurance il y a quelque temps et nous ne pouvons pas la couvrir. S'il te plaît, je ne demande pas pour moi. S'il te plaît, ne dis pas à maman que je te l'ai dit. Elle est déjà au maximum de ses capacités. Je demande juste de l'aide pour lui. Je suis resté là, sur le parking, appuyé contre la portière côté conducteur, à le relire encore et encore. Mon premier instinct a été de le supprimer et de rentrer chez moi. Elle n'avait même pas dit de quelle opération il s'agissait. Elle n'a pas dit « je suis désolé ». Elle est allée droit au but, supposant que je serais toujours celle qui nettoierait leurs dégâts. Je l'ai montré à Chloé ce soir-là. Tu vas aider, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Elle connaissait déjà la réponse. Ce n'était pas à propos de Sophie. C'était à propos du gamin. Malgré toutes les choses horribles qu'il m'avait faites et dites, il avait 10 ans. Il était le reflet de ceux qu'il avait élevés et qu'il avait laissé penser que cracher dans la nourriture de quelqu'un était drôle. J'ai de nouveau examiné mes finances. J'avais réussi à économiser un peu depuis que je leur avais coupé les vivres. Pas beaucoup, mais assez. J'ai fait les calculs, regardé les factures à venir, et je me suis posé une seule question, est-ce qu'aider Hugo m'empêcherait de dormir? Et si je ne le faisais pas? J'ai répondu à Sophie, je paierai 40%. Ni plus, ni moins. L'argent ira directement à l'hôpital. Pas à toi. Elle n'a pas répondu tout de suite. 3 heures ont passé. J'étais déjà au lit quand elle a finalement répondu, tu es sérieuse? Puis un autre, merci. Je le pense vraiment. Merci. Le lendemain matin, j'ai appelé la clinique qu'elle avait mentionnée dans le message et j'ai demandé le service de facturation. Je n'ai pas dit qui j'étais au début, j'ai juste demandé quelle était la procédure pour contribuer à l'opération d'un patient. Ils m'ont expliqué. Hugo était programmé, et oui, il avait besoin d'un paiement partiel la semaine suivante pour conserver sa place. J'ai payé exactement 40%. J'ai reçu un reçu, j'ai raccroché. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est allumé sur l'écran. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. J'ai entendu ce que tu as fait pour Hugo. Je voulais juste. Je voulais te dire merci. Je suppose que je me suis trompé sur certaines choses. C'était tout. Pas d'excuses, mais presque. Le plus proche que j'obtiendrai jamais, probablement. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. Les jours suivants furent de nouveau calmes, mais pas de la manière froide et punitive d'avant. Plutôt comme si quelque chose s'apaisait. Puis, samedi après-midi, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un colis sur mon paillasson. Pas d'étiquette de retour, juste mon nom écrit proprement au marqueur noir. À l'intérieur, il y avait une boîte en carton remplie de vieux albums photos. Pas des impressions numériques, de vraies photos, certaines jaunies sur les bords. Je les ai feuilletées lentement, assise en tailleur sur le sol. Des photos de moi à l'école primaire, des matins de Noël, mon premier vélo, mon 7e anniversaire. Sophie était sur presque toutes. Nous avions l'air heureuses. On aurait dit des inconnus. Glissé entre 2 albums, il y avait un morceau de papier de cahier plié. Manuscrit. Tu ne méritais pas la façon dont nous t'avons traité. J'avais tort. Nous avions tort. Je suis désolé. Pas de nom, mais j'ai reconnu l'écriture. Mi maman, mi Sophie. Je suis resté assise à le regarder pendant longtemps. Je n'étais pas sûr de ce que j'étais censé ressentir. Le soulagement? La validation? La paix? Ce n'était rien de tout ça, mais c'était quelque chose. Un commencement. Pendant un certain temps, je n'ai pas touché la boîte de photos. Je l'ai glissée sur l'étagère du placard du couloir comme si elle risquait de fuir si je la laissais à l'air libre. La note est restée pliée à l'intérieur d'un livre que je ne lisais plus. Je n'étais pas prête à fouiller dans de vieux souvenirs ou des excuses inachevées. Pas quand je ne savais toujours pas si tout cela était réel. Puis 2 semaines se sont écoulées sans un mot. Et juste au moment où je commençais à penser que l'histoire était terminée, j'ai reçu un texto de ma mère. Dîner, dimanche. Juste nous.
S'il te plaît, viens. Chloé a été immédiatement méfiante. Elle cuisine ou elle te tend une embuscade? Je ne savais pas, mais j'y suis allé. Pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que j'avais besoin de voir par moi-même si quelque chose avait réellement changé. Je ne l'ai dit à Chloé que lorsque j'étais déjà garé devant la maison. Elle a menacé de venir me secourir si je n'envoyais pas de texto toutes les heures. C'était calme quand je suis arrivé. La lumière du porche était allumée, pas de cris à l'intérieur, pas de télévision à plein volume. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait peut-être oublié qu'elle m'avait invité, jusqu'à ce que je sente quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années, une tarte aux pommes, faite maison. Je suis entré et elle était là, dans la cuisine, tablier noué, les yeux rouges. Quelque chose brûlait. Pas la tarte, autre chose. J'ai suivi l'odeur et j'ai vu le verre de vin brisé près de l'évier, des éclats éparpillés sur le sol et le comptoir. Sa main était enroulée dans une serviette déjà tachée de sang. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, a dit qu'elle l'avait fait tomber plus tôt, qu'elle avait oublié de nettoyer. J'ai nettoyé pour elle. Rincé la coupure, pansé sa main. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas à ce moment-là. Elle s'est finalement assise à la table de la cuisine pendant que je finissais de servir. Pain de viande, haricots verts. Pas sophistiqué, mais familier. Quand nous avons commencé à manger, elle n'a rien dit sur Sophie. Rien sur Hugo. Pas même sur l'argent. Elle m'a juste posé une question, es-tu heureuse? Cela m'a frappé plus fort que prévu. Je lui ai dit que oui. Et c'était la première fois que je le disais sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le croie. Je payais mes factures. Je dormais la nuit. Je me réveillais sans angoisse. C'était suffisant. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de sa part. Je n'ai pas été juste avec toi. Je te voyais comme quelqu'un qui pouvait tout encaisser, alors je t'ai tout fait porter. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle est juste restée assise là, avec sa main bandée et une assiette à moitié finie, semblant plus petite que dans mes souvenirs. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Je ne suis pas resté longtemps. Quand elle m'a demandé si je voulais voir Hugo, j'ai dit non. C'était la première fois que je lui disais non sans me préparer à ce qui allait suivre. Elle a juste hoché la tête. Pas de colère, pas de culpabilisation. Je suis parti avant le dessert. 3 jours plus tard, Sophie a texté, il veut te voir. Il t'a écrit quelque chose. Je sais que tu ne nous dois rien, mais j'essaie. J'ai ignoré. 2 autres jours ont passé et un colis est arrivé à ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture que j'ai reconnue. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier lignée pliée avec un dessin au crayon. Moi et Hugo sur un banc de parc. Je ressemblais à une pomme de terre avec des cheveux, mais c'était clairement moi. En dessous, en lettres épaisses et désordonnées, désolé d'avoir été méchant. Merci de m'avoir aidé à ne pas mourir. Avec amour, Hugo. Je suis resté assise sur le sol pendant longtemps, tenant ce morceau de papier. C'était ridicule. C'était parfait. Ce soir-là, j'ai écrit une courte note et je l'ai renvoyée par la poste. Merci pour ton dessin. Je suis contente que tu ailles bien. Pas de smiley, pas de promesse, juste la vérité. 3 jours plus tard, on a frappé à ma porte. C'était Sophie. Je ne l'avais pas vue en personne depuis la nuit où Hugo a craché dans ma nourriture. Elle avait l'air complètement différente. Pas de maquillage, les cheveux en queue de cheval lâche. Elle ne portait pas les bottes de créateur qu'elle avait l'habitude d'exhiber. Et pour la première fois depuis des années, ses mains étaient vides, à l'exception d'une chose, son alliance. Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert la moustiquaire et j'ai attendu. Elle l'a tenue entre ses doigts. Je la vends. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je dois arrêter de prétendre que j'ai tout compris. Ce n'est pas le cas. Elle a dégluti difficilement, puis m'a regardé. Avant de faire ça, je devais juste le dire. Je suis désolé, Claire, pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour Hugo, pour chaque fois que j'ai laissé maman le faire aussi. Je n'ai rien dit tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Puis elle a ajouté, et cela m'a prise par surprise, par la maman. Elle pense à vendre la maison, à se rapprocher de toi. Elle dit qu'elle veut recommencer à zéro. J'ai cligné des yeux. Cela ne faisait pas partie du plan,
d'aucune version de cette histoire que j'avais jamais imaginée. Elle a mis la main dans sa poche et m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. Ce n'était pas pour tout ce que j'avais payé au fil des ans, mais c'était quelque chose. Un chèque à 4 chiffres, assez pour me couper le souffle. C'est de nous deux, a-t-elle dit, puis elle s'est retournée et a regagné la voiture où Hugo était assis sur le siège arrière, me regardant silencieusement. Il m'a fait un signe de la main. J'ai répondu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte longtemps après leur départ. Le signe de Hugo est resté avec moi. Ce n'était pas exagéré ou dramatique. Juste un petit mouvement, comme s'il le pensait. Comme s'il comprenait quelque chose maintenant qu'il n'avait pas compris avant. Peut-être. Ou peut-être qu'il n'était qu'un enfant essayant de recommencer de la seule manière qu'il connaissait. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé le chèque. Ce n'était pas une somme énorme, pas comparé à tout ce que j'avais couvert pour eux au fil des ans. Mais ce n'était pas petit non plus. Plus qu'assez pour dire, nous nous souvenons. Assez pour dire, nous savons ce que nous avons pris. Je l'ai laissé sur le comptoir et je n'y ai pas touché du reste de la nuit. Chloé est passée 1 heure plus tard. Elle n'a pas attendu que j'explique, elle a juste laissé tomber ses clés dans le bol près de la porte, a enlevé ses chaussures et m'a tendu une bouteille de vin comme si nous avions déjà commencé la conversation. On dirait que tu viens de te faire demander en mariage par un ex, a-t-elle dit en ouvrant le congélateur. Il n'y a pas de pizza surgelée. J'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des jours. Nous avons parlé, pas seulement de Sophie ou de ma mère, mais de moi, des choses que je voulais faire. Chloé m'a dit qu'il y avait un poste vacant dans son entreprise administrative, horaire flexible, de vrais avantages sociaux. Je n'ai même pas hésité quand j'ai dit que j'y réfléchirais. C'était un grand pas pour moi. Avant, mon cerveau aurait immédiatement flashé sur toutes les façons dont prendre soin de quelqu'un d'autre se mettrait en travers du chemin. Mais il n'y avait plus personne d'autre, juste moi, et l'idée ne me faisait plus peur. Quelques jours plus tard, maman m'a de nouveau envoyé un texto. C'était une photo. Une petite maison de plain-pied avec de la peinture écaillée, une boîte aux lettres de travers et une balançoire dans le jardin. Je pense acheter ça, a-t-elle écrit. À 10 minutes de chez toi. Cela m'a prise au dépourvu. Cela ne ressemblait pas à de la pression. Cela ressemblait à une possibilité, comme si elle disait, je veux être proche, mais je ne demande rien. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé la photo. Une petite maison délabrée qui semblait attendre qu'on s'occupe d'elle. D'une manière étrange, elle me rappelait ma mère. 2 jours après, je suis rentré du cours de poterie et j'ai vu une enveloppe sous ma porte. Pas de nom, pas de timbre, juste mon prénom écrit au crayon. Un peu irrégulier. Je savais déjà. À l'intérieur, il y avait une carte pliée avec des ours de dessin animés sur le devant, le genre qu'on achète dans une station-service quand on est pressé. À l'intérieur, d'une écriture d'enfant, salut Claire. Je me sens mieux maintenant. Maman dit que je peux venir te voir si tu veux. Je suis désolé d'avoir été méchant. J'espère que tu aimes ton travail et ta nouvelle coupe de cheveux. Avec amour, Hugo. Je me suis figé. Je n'avais parlé à personne du travail ou de la coupe de cheveux. Je n'avais rien posté en ligne. Cela signifiait que Sophie le lui avait dit. Cela signifiait qu'elle parlait de moi. Pas avec amertume, ni avec moquerie, mais comme de quelqu'un qui valait la peine d'être connu, d'être respecté. C'était étrange. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. Je me suis juste assise à la table de la cuisine et j'ai regardé la carte. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la candidature que Chloé m'avait envoyée. Je l'ai remplie, j'ai cliqué sur envoyer. Puis, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai écrit une courte réponse à Hugo via son email scolaire, pas celui de Sophie. Salut, Hugo. Merci pour ta carte. Je suis contente que tu te sentes mieux. Je suis encore en train de décider pour les visites, mais j'aimerais bien t'écrire parfois. C'est d'accord pour moi si c'est d'accord pour toi. 2 jours plus tard, une autre enveloppe est arrivée, celle-ci plus épaisse. À l'intérieur, il y avait un autre dessin. Moi, Hugo et Chloé assis à une table couverte de petits pots en argile en désordre. Son souci du détail était ridicule. Il avait même dessiné la hanse tordue de ma première tentative. En dessous, en crayon rouge, un jour. Ce mot m'a frappé plus fort que prévu. Il n'a pas écrit
est-ce que je peux venir? Ou, on peut se voir? Il m'a juste donné de l'espace. Un jour. Il me laissait le choix. Ce soir-là, je me suis assise sur le bord de mon lit avec le dessin sur mes genoux, pensant au temps que j'avais passé à mendier de l'espace et à la rapidité avec laquelle ils le remplissaient de leurs urgences, de leurs besoins, de leur chaos. Et maintenant, soudainement, tout était à moi. J'ai plié le dessin doucement et je l'ai glissé dans le même livre où je gardais la première note de maman. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai texté Chloé. Suis-je? L'automne est arrivé rapidement. Les feuilles devant ma fenêtre sont passées du vert à l'ambre presque du jour au lendemain. Cela faisait 3 mois depuis l'opération de Hugo, 2 que j'avais pris le poste dans l'entreprise de Chloé, et environ 4 semaines que je n'avais pas eu de nouvelles de Sophie. Je pensais que le silence serait angoissant, mais ce n'était pas le cas. C'était la paix. Le travail n'était pas glamour, mais il était stable. J'avais une routine maintenant, café du coin chaque matin, un bureau près de la fenêtre, et des collègues qui n'attendaient pas de moi que je règle leur vie. Chloé et moi faisions du covoiturage la plupart du temps. Elle ne l'a jamais dit, mais je sentais qu'elle aimait m'avoir à ses côtés. Moi aussi. Un jeudi soir tranquille, mon téléphone a vibré. C'était maman. Elle avait acheté la maison. Le message était simple, je l'ai fait. La vente est finalisée. J'emménage dans 2 semaines. Tu n'es pas obligé d'aider, mais j'aimerais cuisiner pour toi une fois que je serai installé. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, un dîner. C'est tout ce que j'accepte. Quelques jours plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci n'était pas de Hugo. Elle était de Sophie. Dactylographiée, signée. Pas de dessin, pas de pique passive-agressive cachée entre les lignes, juste une page entière de clarté. Elle parlait de la honte, d'avoir vu Hugo frôler la mort et de réaliser que la seule personne qui avait été là n'était ni elle, ni Marc, ni même maman, mais moi. Elle a dit qu'elle me détestait, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que je continuais à être gentille, et que cela lui montrait qui elle n'était pas. Elle a écrit, « Je sais que je ne te dois rien. » J'avais juste besoin de dire ça avant de renoncer à attendre quoi que ce soit en retour. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre. Puis, juste avant le déménagement de maman, j'ai reçu un autre message de Hugo. Salut Claire. Maman dit que je peux t'inviter à quelque chose. Nous organisons un dîner de famille. Un vrai. Sans cris, sans pain de viande bizarre. Maman a dit qu'elle utiliserait même les belles assiettes. Tu peux dire non, mais j'espère que tu ne le feras pas, les mots, un vrai, sont restés avec moi. Chloé a haussé un sourcil quand je lui ai dit. Tu leur fais confiance pour ne pas imploser? Non. Mais je me fais confiance pour partir si ça arrive. Alors j'y suis allé. C'était étrange dès le début. Maman a ouvert la porte et m'a vraiment serré dans ses bras. Pas quelque chose de froid et de théâtral, mais une étreinte maladroite et réelle qui disait « j'essaie ». À l'intérieur, Sophie était déjà à table, aidant à servir. De la vraie nourriture, pas des plats à emporter dans une barquette ou de la pizza surgelée. Du poulet rôti, de la salade, de vrais légumes qui n'étaient pas sortis d'une conserve. Et Hugo, il a couru vers moi et m'a tendu une serviette pliée en triangle. Je t'ai fait un marque-place, a-t-il dit. Il y a ton nom et tout. Je me suis assise en m'attendant à de l'attention, attendant le sarcasme, que quelqu'un craque, que les vieilles habitudes reviennent. Mais elles ne sont pas revenues. Nous avons parlé de choses normales. J'ai demandé à Hugo comment ça se passait à l'école. Il m'a dit qu'il aimait l'art maintenant. Sophie a mentionné qu'elle passait des entretiens dans une bibliothèque locale juste à temps partiel, mais stable. Maman a dit qu'elle essayait un groupe de marche pour les gens qui ont oublié comment se faire des amis. À la fin du repas, Sophie m'a tendu une petite boîte. Elle n'était pas emballée, juste fermée avec du ruban adhésif. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait la vieille photo de famille que j'avais toujours aimée, celle de nous tous au lac quand nous étions enfants. Maman a dit que c'était le seul exemplaire, a dit Sophie. Elle voulait que tu l'aies. Il y avait autre chose dans la boîte. Une clé de la nouvelle maison, a dit maman. Au cas où tu voudrais passer. Ou partir. Sans condition. Juste. Elle est à toi aussi, si tu veux. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Mais je suis resté pour le café, pour la tarte, pour un moment qui, enfin, ressemblait à une famille.
Et peut-être, après tout, c'était ça la vraie fin. Pas une fin parfaite, juste une fin possible.